Bonjour Carmen. Bonjour Didier. Voilà, on est de retour ensemble en visioconférence parce qu'en fait on est bien sûr pas dans le même pays, on n'est pas autorisé à voyager beaucoup en ce moment et donc je me fais un petit plaisir à te contacter et puis à écouter un petit peu Carmen, l'histoire de Carmen, les possibilités de découverte de vocabulaire, le parfum Carmen. Pour les gens qui nous regardent pour la première fois, on a eu une chance de se rencontrer il y a quelques semaines à travers Olam, qui était une plateforme que Alain Skenazy a proposée. Et donc, on a eu un groupe d'une trentaine de personnes qui se sont rencontrées. Et Carmen en faisait partie, elle a témoigné et c'était vraiment très très chouette. Et ça a donné envie de continuer la conversation ensemble, tout simplement, et justement de essayer de décrire ce parfum de cette possibilité de liberté, cette possibilité de non-fragmentation, avec peut-être d'autres mots, d'autres façons d'envisager ça. Et ça me ferait vraiment plaisir que tu nous racontes un peu tout ça. C'est OK? Avec plaisir partagé, oui, oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que on se connaissait pas du tout. Moi, je t'ai croisé même avant cet atelier sur Looking for Atman, hein, sur la C'est ça. vidéo que j'ai fait, la discussion que vous faisiez avec Alain sur Olam. Cette recherche spirituelle qui est apparue il y a une dizaine d'années suite à une rupture personnelle, affective, qui a été très, très violente, très brutale. Je me suis retrouvée sans rien, en fait. J'ai perdu ma maison. Voilà, une vie qui a été un petit peu bousculée à ce moment-là. Et quelque part, cette recherche est arrivée parce que le mental n'avait plus d'issue, plus de solution. C'est-à-dire que là, ma vie, c'était un désastre, tout s'est écroulé. Et tout ce que le mental pouvait essayer de mettre en place, ça ne fonctionnait plus. Donc, tu sais, à ce moment-là est arrivé voilà, des personnes, des choses qui ont amené cette recherche spirituelle, sachant qu'avant ça, moi, je n'étais pas du tout dans ça. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que depuis toute petite, j'ai cette recherche. Je sais qu'il y en a qui effectivement ont toujours eu cette connexion, tout en sachant quand même que depuis enfant, il y avait quand même cette intuition qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. C'était depuis enfant, j'avais cette impression d'être différente, en tout cas, et qu'il y avait quelque chose, mais sans pouvoir mettre de mots sur tout ça. Je me suis toujours posé des questions, beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? C'est quoi le sens de cette vie? À quoi ça sert tout ça? Dans quelle étagère? Toi, qui suis-je? Dans quelle étagère? Donc ça a toujours été présent Bien sûr. dans l'histoire. Je crois que c'est un peu Après, c'est peut-être la seule histoire commune entre toutes les histoires dans cette direction-là. C'est que s'il n'y a pas de questionnement, si tout paraît normal, il n'y a aucune oui, possibilité qu'il y ait un changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est OK, c'est quoi le problème? Et donc la vie continue tout simplement, quoi, en fait. Donc il y a bien toujours une question effectivement, c'est quoi ce truc mais pourquoi on est là? pourquoi on est là? Ouais. Oui, oui, je pense que ce questionnement-là, comme tu dis, il y a des personnes qui ne se posent pas la question, puis je le vois tous les jours au sein de mon cabinet d'hypnose. Ceux qui viennent, ce sont ceux qui se posent des questions quelque part. Sinon, tu acceptes la vie comme elle est et puis tout va très bien, Madame la Marquise. Et des fois, Donc des fois, ne pas se poser de questions, c'est une vie qui peut être aussi très chouette. exact. On n'est pas là pour dire la glace à la vanille est mieux que la glace à la fraise. En fait, il y a des vies qui sont apaisées sans ces questions-là, sans ces angoisses métaphysiques. Bien sûr, il y en a qui sont pas apaisées du tout et il y en a qui commencent à se poser des questions et qui regrettent rapidement en disant je peux pas revenir en arrière maintenant. J'ai la tête dans la gueule du tigre et qu'est-ce que je fais maintenant quoi en fait, tu vois? Ah oui, oui, tout à fait. Et puis moi, j'avoue que j'enviais les personnes qui se posaient pas de questions Oui, parce que c'est épuisant d'être toujours en train tout à de fait. remettre en question tout ce qui arrive. Donc, on va dire que jusqu'à l'âge de 39 ans, ça a été mis en stand-by, ce questionnement-là, hein. Il y a eu une vie, ça s'est déroulé et puis c'était comme ça. Voilà. Mais en arrière-plan, il y avait quand même
ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, il a fallu un petit peu une histoire compliquée, une histoire d'amour compliquée, où ça a fait shaker, quoi. Hein. Quelque part, à un moment donné, c'est comme la vie te bouscule, te fait des punchlines pour dire, bon, alors maintenant, ces questions-là, est-ce que tu vas essayer d'y répondre? Ouais. Donc, ça a bien punché pendant une dizaine d'années. Et puis, le moment où il y a eu le chaos, quoi, hein, là, c'est, j'ai plus de réponse, quoi. J'ai plus de réponse à ma vie. Et le spirituel est arrivé. C'est vraiment parce que je connaissais les anges. Enfin, tu vois, après, dans notre culture, on va aller plutôt dans le côté un peu religieux des choses. Et par un livre qui s'appelle Lucem, Un cours en miracle, Oui. qui parle de non-dualité. Mais alors moi, la non-dualité, je ne savais même pas que ça existait. De quoi on parle, là? Non-dualité. C'est quoi cet oiseau? C'est pas dans notre tous les jours, on place pas ce mot-là. Ouais, c'est sûr, c'est. Non-dualité. Donc, j'avais bien évidemment entendu parler de Bouddha, de Jésus, enfin des sages réalisés, alors beaucoup en Inde, du coup, qui avaient l'air de léviter tous les jours et de trouver que notre monde était bien moche, quoi. Mais c'était pas du tout le but. Le but, c'était de trouver un apaisement, le bonheur. Hein, je crois qu'on est tous, en tant qu'être humain, à avoir envie de trouver le bonheur. Mais sur cette terre, moi, le bonheur, je voyais pas où est-ce qu'on pouvait le trouver. Donc, il y a eu des moments très compliqués où j'ai vraiment failli, même j'ai fait plus jeune, des petites tentatives de suicide, hein, ce qu'on appelle, hein, de vouloir disparaître. Oui. Vraiment. Donc ça, c'était plus jeune. Puis ensuite, ma vie s'est déroulée. Et de nouveau, vers 45 ans, cette envie de mourir, quoi, de dire, mais non, qu'est-ce que je fous là, quoi? Il n'y a pas d'issue ici. Il n'y a rien. Il y a quoi qu'on fasse, c'est pourri, quoi. Puis c'était fort, c'était physique, quoi. Hein, ce truc, c'est pourri. Jusqu'au moment où, en fait, la vie te montre que oui, effectivement, c'est bien pourri. Hein, tu le crois, donc ce que tu crois, tu le deviens. Donc, c'était bien pourri. Et la petite lueur qui arrive à ce moment-là, parce que je pense que la vie, aujourd'hui, avec évidemment ma compréhension, c'est pas de faire que cette vie soit pourrie, c'est au contraire de t'en sortir. C'est au contraire d'aller vers la fin de la souffrance. Mais que pour ça, il faut passer par des compréhensions. Parce que là, du coup, c'est vraiment de la compréhension. De qu'est-ce qui fait que je vis cette vie de cette manière-là. Donc, dans un premier temps, avec le personnage totalement identifié, Carmen vit une vie pourrie. Oui. Bon. Puis la non-dualité est arrivée, et là, il y a eu une autre punchline, mais alors pas comme je m'attendais, qui raconte que ce monde n'existe pas. Quoi? Ce monde n'existe pas. Mais là, c'est incompréhensible pour le mental, et en même temps, intuitivement, ça dit ouais, je le savais. Alors quand tu dis que ce monde n'existe pas, parce qu'il faut quand même donner un petit peu des éléments là, sinon ça va être les auditeurs vont partir immédiatement. Il y a pourtant Carmen qui est là, il y a Didier qui est là, il y a cette conversation-là. Donc, qu'est-ce qui n'existe pas? Ce qui n'existe pas, alors au début, ce n'est pas compris comme ça. Ce qui n'existe pas, c'est l'identification au personnage qui croit vivre cette vie avec le monde tel qu'elle le perçoit. C'est... donc en psychothérapie, nous effectivement, on sait bien que chacun voit de son point de vue, hein, que le monde qu'on perçoit, il est vu d'après son propre prisme, et que chacun a son monde finalement. Hein, il n'y a pas de vérité. Là, Lucem, ça renversait la pensée du monde en fait. C'est renverser la pensée du monde. Que donc effectivement, il y avait une autre vision du monde. Quand je dis le monde n'existe pas, en fait, c'est plutôt une autre vision du monde. Moi, au départ, je l'ai plutôt compris, le monde est une illusion, puisqu'on parle beaucoup d'illusions dans la non-dualité. Donc, dans la compréhension de Carmen à ce moment-là, c'était le monde n'existe pas,
il y a Carmen et puis le monde à part. Mais Carmen doit avoir quand même encore un rôle à jouer dans ce monde qui est là. Donc ça a été compliqué pendant 10 ans parce que il y avait des lueurs de compréhension, il y avait des expériences, on va dire, énergétiques, hein, qui apparaissaient, qui n'étaient pas compréhensibles, mais qui étaient vécues profondément, qui disaient effectivement, il y a autre chose. Il y a une autre lecture de ce monde-là, mais j'arrivais pas à trouver le bouton pour régler l'image. Alors, c'est quoi ce bouton? Parce que là, tu nous fais attendre par rapport à ce bouton-là. Montre-nous le bouton, décris-le, de quoi parle-t-on réellement? Eh bien, ce dont on parle, c'est que le monde tel quand on parle de la réalisation de sa vraie nature, c'est la disparition de la vision du monde telle que Carmen le voyait, c'est-à-dire qu'il y a la disparition du personnage central. C'est vraiment le mental qui s'arrête, pas qui s'arrête de fonctionner, qui s'arrête d'interpréter ce monde-là tel que depuis toute petite je le voyais, et qui du coup, quand je dis le monde disparaît, il y a la réalisation que Carmen n'existe pas telle qu'elle se percevait depuis toute petite, qu'il y a une conscience qui perçoit ce monde dans lequel Carmen apparaît. Donc il y a une prise de recul, alors on va pouvoir dire ça comme ça, même si ce n'est pas une prise de recul, puisque Carmen n'est plus là pour faire quoi que ce soit, mais que cette vie se vit d'une manière sans y toucher. Il n'y a plus personne qui y touche. La vie se vit. Carmen apparaît, bien évidemment. On est en train de se parler. Il y a quelque chose qui est là, qui est vécu, mais pas d'un point de vue particulier. C'est quand on parle donc de cette unité, non deux, il n'y a plus deux personnes ni trois, ni quatre d'ailleurs, il n'y a plus de personnes pour interpréter cette vie. La vie se vit dans une détente non duelle. C'est compliqué d'en parler là, puis c'est là où effectivement d'avoir des retours, des personnes qui accompagnent ce changement. C'est un changement de paradigme, hein. C'est quelque chose, c'est un waouh. C'est en fait, ça disparaît sans disparaître. Les mots posés dessus, c'est complexe parce que je ne peux pas parler de ça à n'importe qui. Il va me dire, mais on va mettre la caméra et puis voilà, tu étais là, si je te fais mal, aïe, tu as mal. Oui, il y a douleur. Oui. Il y a effectivement quelque chose qui se produit, mais ce qui se produit n'est qu'une interprétation, une mémoire de tout ce qui a été appris depuis l'enfance et qui se déroule donc à travers cette mémoire qu'on appelle Carmen. Donc Carmen est un processus plutôt qu'une personne, quoi, en fait. Oui, c'est un programme, un processus. La vie est là, bien évidemment. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas la vie. Bien sûr. Parce qu'elle est là, la vie. Mais c'est plus une vie fragmentée. C'est plus une vie qui est vue juste d'un petit point de vue et interprétée d'une certaine manière. Donc on parle plutôt d'une absence, en fait. Une absence d'une personne qui serait là, par exemple à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur d'une tête, qui serait la référence par rapport à tout ce qui se passe. Il n'y a plus de point de référence, en fait. C'est comme ça que tu le fais. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une espèce de détente permanente à la vie qui semble effectivement toujours être vécue par Carmen. Ça semble, hein, c'est OK. Je me lève le matin, j'ai des enfants, j'ai un travail.
Mais il n'y a plus cette saisie du mental qui croit devoir toujours fractionner, interpréter, résister, accepter ou rejeter. C'est un grand oui à tout ce qui se présente, sans les peurs rajoutées aux personnages imaginaires. Et ces peurs qui ont été apprises, en fait, depuis l'enfance. Donc, le mental, hein, pour moi, c'est vrai que quand j'en parle, je parle plutôt, pour ne pas faire peur aux gens, de cet arrêt du mental, ces fluctuations des pensées, qui amènent une meilleure compréhension réelle de ce qui se vit. Donc, cette disparition, effectivement, de ce monde imaginé. Donc c'est pour clarifier, pour être sûr que tout le monde comprend, ce monde imaginé, c'est le monde d'une personne séparée à l'intérieur du paysage qui serait petite, fragile, et ce paysage qui serait extérieur, en fait, quelque part, qui serait menaçant. Et donc cette polarité entre un monde et un petit moi à l'intérieur semble avoir disparu. Et il semble pas, il a disparu. C'était juste, j'allais à la pêche pour vérifier que c'était OK. Oui, bien sûr, il a disparu, parce que quand ça a été vu, ce moment de réalisation, alors moi j'aimerais bien démythifier et démystifier aussi ce moment-là, parce qu'en fait on en fait quelque chose, on court après un truc incroyable. En fait, c'est une disparition, c'est une mauvaise lecture qui était là et qui, du coup, c'est un dévoilement. C'est d'un seul coup, c'est la vie qui devient la vie, qui est la vie. C'est vraiment une détente totale. Il y a plus de... puis c'est là où ça devient compliqué à expliquer. Je suis la vie, je suis ce qui perçoit la vie, qui est donc perçu où que ce soit. Il n'y a plus de centre. Cette vie-là est non centrale, elle est non localisée, voilà. Non localisée. Exactement. Oui. Donc effectivement, c'est la disparition de celui qui se pense séparé de cette vie, et donc la vie est dangereuse quand on est séparé, puisque on n'a pas d'emprise sur ce qui peut arriver. Ça crée, mais c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant. Tout est dangereux. Oui. Hein, c'est une vraie terreur, hein, vraiment. Hein. Moi, je crois que j'ai passé ma vie à être terrifiée par la vie, quoi, par les autres. Et le moment où ça tombe, où ça se dévoile, c'est en fait, je suis la vie. En fait, tout ce qui arrive, c'est vécu, c'est généré, vécu parce que je suis. Donc, en fait, le grand éclat de rire qui en a suivi, c'est une blague. Alors, je sais que c'est difficile de dire ça pour ceux qui... c'est très difficile, là, tu vas pas te faire des amis, là, en fait. Mais j'ai été la première surprise. Ben oui. C'est rapporté en permanence par des tas d'histoires semblables, en fait, hein, de possibilités semblables. Et chaque fois, c'est vrai que ça peut être énervant de dire, mais c'est un grand éclat de rire. Parce que ça veut dire aussi, quelque part, que c'est... toutes ces années d'investissement, de sadhana, de méditation, etc. sont un petit peu mis au placard. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu leur part, hein, dans cet éclat de rire, mais au final, la conclusion est d'une simplicité telle que ça ne peut pas être dans un livre, c'est pas possible. C'est ça, c'est pas mental. Donc ça peut pas être lu, appris, même une description, même ce que je suis en train de raconter, parce que effectivement, à partir du moment où c'est vu, c'est vécu, on va venir te demander mais comment il faut faire. Et comme c'est pas un faire mais un défaire, on peut pas du tout dire si tu fais ça, si tu arrêtes de penser, si tu vas prier Dieu, ou si tu vas te coucher je sais pas où, tu vas reconnecter ta vraie nature, parce qu'effectivement je comprends ce que tu disais, c'est une description et pas une prescription, parce que chaque histoire étant vécue
il y a une histoire particulière qui semble être vécue. Ouais. Elle n'est pas à enlever, cette histoire particulière qui semble être vécue. C'est juste qu'il est vu que c'est une histoire et qu'elle n'a rien de particulier et que des paradoxes après, en fait, en permanence. Ouais. C'est dire une chose et son contraire. Parce qu'il est su que, en fait, cette vie est du domaine du rêve. Donc, quand on est dans un rêve, on y croit totalement. Moi, j'ai encore rêvé cette nuit, j'ai fait un super rêve, parce qu'évidemment, ça continue de rêver, mais sans... la vie continue, quoi. Hein. Je veux dire, je dors, je mange, mais avec ce détachement, parce que c'est su que c'est comme la nuit quand ça rêve, et que le matin, quand ça se réveille, ça fait « Oh, dis donc, tu sais pas ce que j'ai rêvé cette nuit. Voilà, j'étais mariée avec un autre, je vivais dans un autre pays, je pouvais voler. Et ça avait l'air super réel, quoi, dans mon rêve, moi, quand je le vivais. Bien sûr. Puis le matin, au réveil, ça dit bah, c'était un rêve, donc c'est drôle même. Ouais. Puis je crois même que j'ai rêvé qu'on était dans un pays en guerre. Enfin, tu vois, l'imaginaire, parce que c'est l'imaginaire. Bah ouais, il y avait des gens qui se faisaient tirer dessus et tout. Mais quand je me suis réveillée ce matin, ça m'a pas fait un pli, quoi. C'était un rêve. Donc, pour ramener cette métaphore, enfin cette description à ce qui est vécu là, en quoi la vie de Carmen diurne peut être un rêve, hein, comment tu pourrais le décrire? Comment ça peut être un rêve? Alors, il y a plus d'impression. C'est vécu en direct. La vie de Carmen, aujourd'hui, il y a toujours une vie Carmen, mais tout ce qui arrive dans le maintenant sans l'interprétation de ce que ça devrait être si c'était autrement. Tout est vécu en direct. Il y a toujours des perceptions, il y a toujours des pensées, mais les pensées sont maintenant plus accrochées. C'est-à-dire que ça passe dans la conscience, ça passe, c'est conscientisé, tout est conscientisé en fait. Donc c'est une grande détente. C'est quoi qu'il arrive, je suis conscience qui génère ces scénarios-là, cette histoire-là, pour simplement qu'il se passe quelque chose. Un rêve et puis qu'il ne se passe rien, ce serait super ennuyeux, ce serait super chiant, quoi. Donc en fait, c'est un mouvement plus, voilà, c'est un mouvement. Aujourd'hui, je dirais que je suis dans... c'est un mouvement de vie qui se génère, qui s'auto-génère en permanence, pour pouvoir qu'il se passe quelque chose et dans lequel Carmen a effectivement un rôle à jouer et qu'elle peut jouer parfaitement, tout en sachant qu'il y a rien de dangereux, de réel dans ce qui se passe, dans cette histoire qui se déroule, puisque c'est la matière qui génère ces rêves, c'est ce que je suis. Donc, je suis la matière qui génère le rêve. Tu es l'argile, tu veux dire. On va revenir à l'argile, évidemment. Je ne suis pas une assiette, je suis fait d'argile. Je suis l'argile, je ne suis même pas fait d'argile. Oui. Je suis l'argile qui fait que cette assiette peut prendre forme dans ce rêve, qui est un beau rêve, hein, même si dans ce rêve, il y a des cauchemars. C'est un rêve qui va toujours permettre à un moment donné d'aller sortir de la souffrance. C'est un rêve de souffrance, mais pour simplement revenir à waouh, ça vient, c'est de là que ça émerge, quoi. C'est une beauté, tout devient beau.
En fait, on devient complètement amoureux de ce qui est manifesté, connaissant que c'est ce que je suis. Hmm. Il peut y avoir que, du coup, amour, comme embrasser le monde, bah oui, puisque c'est ce que je suis. Hmm. Donc, il n'y a plus deux, il y a un, Bien sûr. et tout est embrassé. Hmm. Le beau, le moins beau, ce que je veux, ce que je veux pas, tout est accueilli. C'est un espace, en fait, un espace ouvert dans lequel tout ce qui apparaît est accueilli de fait, puisque c'est ça qui est là. Et il n'y a plus personne pour dire ça ne doit pas être, ça ne devrait pas être comme ça, ou il faudrait que ce soit autrement. C'est accepté, c'est accueilli. Donc c'est une grande joie. C'est la fin, vraiment la fin de la souffrance, hein. Je comprenais pas ça quand j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais heureuse, où il y avait cette détente parce que les événements autour étaient bien alignés ou parce que il se passait des choses sympas. Donc on le connecte tous ce moment où on est détendu, où ça va bien dans nos vies. Oui. Mais dès que ça s'arrête, ça dit, le mental dit, ah, il faut que je retrouve ça. Hmm. Comment je vais faire pour le retrouver? Qu'est-ce qui ne doit pas être là? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se reproduise? C'est une course à l'échalote, quoi, hein, sans Complètement, arrêt. parce que ce qui va se passer, c'est que, enfin, tu as eu l'expérience, c'est que la situation va être manipulée pour enlever des choses, dire oh, bah, je serais mieux dans un monastère ou je serais mieux sans ça ou avec ça d'ailleurs dans les deux sens, sans remettre en question la supposition centrale de celui qui fait tout ça, quoi, en fait. Donc c'est comme s'il y avait en anglais on dit un blind spot, en fait, un angle mort, quoi, en fait, qui faisait que Oui, à aucun moment donné cette espèce de tentative de retrouver une forme de paix remet en question la seule chose qui pourrait amener cette paix-là, en fait, qui est justement cette croyance originelle d'une personne séparée qui essaierait d'avoir la paix. c'est ça. C'est exactement ça. On ne se remet pas en question parce que le personnage, il a été bien défini, bien centralisé par les croyances, par l'éducation, par la société. Tout ça a été bien ancré. Donc là, on parle du personnage du rêve. Hmm. On y croit et on ne remet pas en question cet état de fait. Mais Euh, en l'occurrence, le personnage n'est pas réellement je dirais, le problème, si problème il y a, c'est plutôt la personne qui semble habiter le personnage. Donc il y a une petite nuance pour ne pas mettre le personnage à la poubelle. Par contre, il y a une personne imaginaire qui anime le personnage, qui elle est jamais remise en question, quoi, en fait. Bah, elle peut pas être remise en question puisque elle a été apprise comme ça, elle peut pas être remise en question. Mais comme en fait, il n'y a que conscience, c'est la conscience qui oublie, qui s'oublie, hein, qui joue à se perdre pour mieux se retrouver. En fait, dans toutes les histoires d'éveil, on dit toujours le trésor est caché là où on était sûr de trouver, c'est-à-dire à l'intérieur, puisqu'en fait, c'est nous le trésor, Bien quoi. sûr. Euh, Plus près, comme disait Ramana, une groseille dans la main, là, plus proche d'une groseille dans la main, c'est Oui, ce il qui est parlait d'une prune, mais bon, c'est pas grave, ça marche aussi pour la groseille. groseille. Tu vois, c'est mon angle de On n'a pas vue. les mêmes références. Ça fait mignon. Donc c'est ça, c'est que c'est tellement proche, c'est l'intime de l'intime. Ça peut pas être plus proche puisque c'est ça, c'est la matière dont se produit ce rêve. Ouais. Et une fois que cet intime est révélé, bah il y a plus de problème quelque part puisque tout est cet intime, tout est conscience. Sans conscience, le monde n'existe pas, n'apparaît pas, en fait. Et là, Incluant le personnage, incluant tout, quoi, en fait. non, le rêve, évidemment, puisque c'est la beauté, Hmm. justement, de cette manifestation. Hmm. C'est, elle est magnifiée, cette manifestation, une fois que c'est reconnu, justement, la vraie nature, elle est sublimée, mais sans en faire un attachement. C'est ça, Et c'est c'est ça. là Hmm.
Oui, sans Il n'y a plus d'attachement. sans retourner habiter le monde et le corps et l'esprit du personnage. C'est-à-dire que cette non-localisation dont tu parlais tout à l'heure reste en permanence. C'est-à-dire il y a plus possibilité de répondre à la question où suis-je? Parce qu'en fait, je suis partout et nulle part, quoi. En fait, je suis l'argile, donc je suis partout, mais nulle part au niveau des formes de l'assiette, on pourrait pas vraiment trouver l'argile puisqu'on voit la forme, en fait. On voit plus l'argile là quelque part quoi. C'est ça. C'est le fameux film, je ne sais pas si tu connais Lucie de Luc Besson, Oui, euh, je connais un peu, oui. qui, euh, qui disparaît en fait. Elle prend une drogue et Hmm. puis en fait elle développe des capacités incroyables où elle peut. Enfin, la matière disparaît en fait. Elle disparaît en tant que matière jusqu'au bout, au final, où en fait Lucie disparaît totalement. Elle n'est plus là, comme si elle s'était évaporée. Et en fait, quelqu'un dit, mais où est-elle? Et là, il y a sur un écran, elle met, je suis là. Tous les écrans s'allument, elle dit, je suis là, je suis là, je suis Oui, là. c'est ça. C'est eux. Elle est partout, Hmm. puisque c'est ça. Et c'est ça qui est reconnecté. Ouais, C'est effectivement d'être tout. Tout est moi, mais je ne suis pas là. hmm. Je ne suis plus là, moi, petit personnage C'est ça. central, pour manipuler cette vie-là. Bien sûr, bien sûr. Donc, il n'y a plus de manipulation. Et c'est un vrai bonheur. Il y a une gratitude à être, à être, parce qu'on ne va Hmm. même plus rien rajouter. Il y a Ouais, juste gratitude à être. Et après, dans le rêve, dans ce qui se manifeste, il y a des choses qui apparaissent et qui vont être simplement, euh, on va s'en occuper, quoi. mais c'est ça. Ça va se dérouler, c'est OK, hein. Puis des fois, ça va être joyeux, des fois, ça va être un peu plus triste, ou il va y avoir des douleurs, il peut y avoir la vie continue. En fait, c'est ça ce qui est là où je voulais démythifier un petit peu ce mythe-là de l'éveil, c'est qu'on ne devient pas quelque chose d'autre. Parce que c'est moi longtemps, en fait, je pense même que la plupart des chercheurs, on est bloqué par ça. C'est l'idée que Carmen va devenir meilleure, Il y a qu'elle va des avoir ailes des qui vont pouvoirs. pousser, des cornes comme ça, etc. Ouais, Une super ouais, Carmen. ah bah évidemment. Puis là, je regarde l'autre et puis je touche, je lui fais une apposition des mains et puis il est Donc fini. ça, t'as pas en stock, ça, l'imposition des mains. Bah, j'y travaille. Mais tu sais, c'est le mythe de Jésus, quoi, hein. C'est Jésus, hop, il réveille les morts, Mais c'est quoi. Donc ça, en ouais. fait, on a l'illusion que, bah ouais, Carmen va à un moment donné avoir ses super pouvoirs. Mais en Hmm. fait, Jésus, ça a été tellement mal compris, Bien quoi. C'est sûr, que de l'interprétation. Il bien avait sûr. juste réalisé sa nature et transcendé Hmm. la matière, mais c'est vertical, quoi. Bien sûr, Euh, euh, il y a pas de danger, il n'y a pas de mort, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller réveiller les morts, puisque mort n'apparaît qu'au sein du rêve. bien sûr. Donc, ouais, Alors, puisque tu parles du rêve, euh, je voudrais revenir sur un aspect qui peut être aussi, à mon avis, pas très bien compris, c'est que, et tu l'as exprimé parce que tu as dit cette vie est magnifique, et quelque part, il y a le fait on en parle comme un rêve, c'est plutôt comme une analogie par rapport au rêve de nuit, mais en réalité, ça devient pas irréel. C'est réel d'une autre manière que de la manière dont ça a été perçu avant. Et par rapport à l'ancienne perception, ça paraît irréel, mais dans cette nouvelle lecture de la vie, c'est 100% réel aussi, quoi. En fait, il n'y a pas de possibilité de dire ce serait irréel, mais ce serait irréel par rapport à quoi d'autre. Et ce quoi d'autre n'existe pas réellement, quoi, en fait. c'est là où on vient dans les paradoxes, Ouais, effectivement, hein. Rien, je crois que dans l'UCM, ils disent le réel ne peut pas être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. et c'est ça. Donc c'est super, tu vois, compliqué à comprendre parce que Ouais, rien d'irréel n'existe. Pour le cerveau, là, ça bug, là, ouais, hein. complètement,
Mais complètement. Mais Effectivement. j'en parle parce qu'en fait, souvent cette possibilité, cette découverte en fait, est très mal comprise aussi parce que, enfin, elle est même pas mal comprise, elle est rejetée d'entrée de jeu. Parce qu'immédiatement, il y a en utilisant le mot rêve comme tu l'as utilisé, il y a cette envie de dire non mais moi j'ai pas envie de rentrer dans un rêve ou de perdre la réalité de qui je suis. Alors que maintenant, du point de vue de Carmen, il a été vu que Carmen, comme elle a été comprise et lue auparavant, était le rêve en fait. Si rêve il y a, c'est le rêve de séparation. Et C'est le rêve de ça. quand ce rêve de séparation ou ce cauchemar de séparation disparaît, ce qui reste, on peut même plus dire si c'est réel ou pas réel parce que c'est tout simplement quoi en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Après, tous les mots, en fait, s'effacent. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre des mots pour effectivement avoir une compréhension entre nous. Mais à la fin, et là, bah, c'est là où je pense qu'on arrive tous, c'est le silence, quoi. C'est que quand tout s'efface, il reste que ce qui est un pur silence, quoi, une pure présence, l'absence de toute interprétation. Donc après, tous les mots sont inutiles et vont être encore sujets à interprétation par le mental qui va encore essayer d'en faire un concept, même dit intemporel, immortel, équanime. Tu vois, le mental, il va encore essayer de faire un truc fini Mm. pour le comprendre, puisque nous sommes une contraction de la conscience. Enfin, ce qui apparaît, c'est une contraction Mm. limitée pour être vue. Ouais, Si c'est limité, ça peut pas être vu. Donc en fait, la conscience pour permettre que ce film soit ce qu'il est, il faut qu'il y ait cette contraction et cette limitation qui fait que le condensation. mental, voilà, le Mm. fractionner pour en faire un film, Mm. comme sur une pellicule de film, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas être perçu puisque la conscience ne peut pas se percevoir elle-même. Il n'y Bien a pas sûr. la pure conscience. Il y a le mental, donc on va appeler la conscience, qui génère l'impression d'être justement Limité. contraint comme ça, Mhm. limité, voilà. C'est donc celle qui observe l'histoire euh, et que le moment où il y a le retournement, Mm. c'est la conscience qui hop, fait ça comme ça et qui finalement se perd, qui redevient exactement cette matière, argile, cette pure présence. Là, Ah, ben oui. Je- Tout bête. Alors, qu'est-ce que tu vois maintenant un petit peu la complication de communiquer par rapport à ça? Parce que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à communiquer et je suis toujours à la recherche de nouveaux outils, nouvelles possibilités, nouveaux parfums. Parce que en fait, c'est dans la diversité. Souvent, je m'aperçois que ce qui marche pas, il faut pas insister et faut passer par à autre chose, jusqu'à ce il y a un moment donné, il y a un angle qui semble résonner plus particulièrement. Et en cette résonance, il y a une puissance, quoi. En fait, il y a une vraie mutation qui est possible. Donc toi, oui. du parfum Carmen, quel serait je sais pas, les outils qui seraient, si par exemple, si tu voulais communiquer, qu'est-ce que tu proposerais par exemple? Alors, moi, du point de vue Carmen, puisque c'est plutôt. Alors, toi, comme je dis toujours, tu es ingénieur et toi, tu vas être plutôt technicien pour essayer d'expliquer. Et c'est ce qui m'a permis, quelque part, moi, d'aller à la fin de l'exploration. C'est une exploration, hein, on est bien d'accord sur le terme. Donc, investigation du soi, hein, ça, c'est ce qu'en disent aussi les autres. En fait, c'est une compréhension de nos mécanismes. C'est ça. Moi, je suis thérapeute et en fait, je fais rien d'autre. Je me rends compte aujourd'hui que finalement, je fais rien d'autre que de permettre à chaque point de vue particulier de comprendre son point de vue particulier pour à un moment donné le lâcher, hein, pour à un moment donné qu'il y ait une ouverture qui se fasse d'une nouvelle compréhension. La compréhension, là, pour le moment, elle est limitée. Elle est limitée par rapport à l'histoire qui est vécue Mhm. par le personnage. Donc, moi, je dirais qu'effectivement, comprendre ses émotions, aller explorer pourquoi, quand je vis un truc, je me retrouve toujours dans la même situation, qu'est-ce que ça génère chez moi, les colères, les tristesses, les peurs.
En fait, moi, je fonctionne beaucoup sur plutôt se comprendre, quoi. Dans l'histoire Carmen, à partir du moment où vraiment j'ai été explorer le côté psychologique des choses, je me suis remise en question. J'ai remis en question le mécanisme Carmen. Et ça a commencé à ouvrir une perception nouvelle. Alors, ça ne suffit pas forcément, hein. C'est encore une fois, il n'y a pas qu'un angle de vue. Il va falloir aller dans chaque histoire, voir qu'est-ce qui amène de la détente. Moi, j'ai toujours, il y a un curseur. Le corps, hein, on ne le renie pas, le corps, il est là et dans l'histoire, il a tout son sens. Et voire même, c'est celui qui permet à un moment donné de justement abandonner les fluctuations du mental. C'est avec le corps qu'on semble être ici, là, voilà, que ça se raccroche. Donc les émotions, elles sont perçues au niveau du corps, physiquement. Et cette détente, quand il y a détente, c'est le corps qui perçoit. Alors, dans l'histoire Carmen, moi, le corps, je l'avais rejeté parce qu'il était source de souffrance. À travers ce corps-là que je ressentais les contractions ou les choses qui n'étaient pas agréables. Donc, j'ai favorisé le mental, puisque le mental, j'avais l'impression qu'il pouvait tout maîtriser, tout contrôler. Dans la tête, c'est facile, hein, de gérer les choses. Donc, moi, je suis revenue beaucoup au corps. Alors, quand on parle de méditation, de respiration, d'exploration de soi, donc de revenir à ce qui, quelque part, ne peut pas être nié. Ce que tu dis, c'est que par rapport à cette exploration, je dirais, tu parlais d'un curseur, donc une forme d'indicateur d'une compréhension, c'était une détente physique, par exemple, ou une paix. Eh bien oui, parce que quand c'est détendu physiquement, le mental, il raconte beaucoup moins d'histoires. Je dis pas que ça suffit, hein, parce qu'en fait, c'est un ensemble de choses qui vont se mettre petit à petit en place pour une compréhension globale. Mais il faut aller voir où est-ce que c'est pas compris dans l'histoire de chacun, puis pour chacun, ça va être différent. Exactement, oui. Où est-ce que c'est pas compris, où est-ce qu'il y a encore une tension, en fait. Où se trouve la tension? Alors, le corps, je trouve que, en tout cas, c'est ce qui permet rapidement d'avoir ce curseur, de dire ah tiens j'ai une boule au ventre donc c'est pas détendu. Il y a quelque chose qui se raconte. Alors le mental lui va essayer encore de raconter, d'inventer, voilà, donc, et de rester avec l'endroit où ça ressent cette tension. C'est une des pistes. C'est une des pistes de dire qu'il se passe quelque chose et ce quelque chose crée une tension. Le mental, il ne fait que ça. Il saisit tout le temps. Donc, c'est une tension tout le temps. Et en fait, quand le mental arrête de saisir, ça se détend. Quand je pense plus, quand je suis au bord de la mer, allongée sur le sable avec... une température douce, un petit cocktail à la main et puis que tu vois tout va bien, tout le monde est détendu, enfin, a priori il y a détente. Donc le corps va tout de suite nous donner ce signal de détente. Donc je dirais que effectivement revenir au corps pour ressentir ce qui se passe. C'est ça. Sans interprétation. Est-ce que dans cette exploration, est-ce que dans ton histoire, est-ce que tu penses que l'aspect ludique, parce que j'en parle souvent de l'aspect ludique de cette exploration, a une importance pour toi en fait? Est-ce que ça t'a aidé quoi en fait? Oui, bien sûr, puisque le côté ludique, c'est de la détente. C'est-à-dire que dès qu'on joue, on voit bien que le rire, par exemple, dès que tu ris, les contractions corporelles, elles s'éliminent. Le yoga du rire, c'est excellent, puisque on n'a pas besoin de savoir. En fait, le truc, c'est de ne pas essayer de comprendre, d'interpréter ce qui se passe à l'intérieur. C'est juste d'être en contact, de rester avec. Et quand on rit, tu vois, on peut être comme ça, crispé, voilà, dans ce qu'on est en train de vivre. Si quelqu'un vient te raconter une histoire drôle ou te détendre,
automatiquement, le corps remet à l'équilibre cette tension. C'est ça, Hmm. ça lâche. Donc en fait, dès que ça s'est détendu, bah, le mental est aussi, lui, dans de meilleures dispositions. C'est ça. Alors, Mais ça n'empêche pas la passion par rapport à cette... parce que si j'ai cru comprendre dans ton histoire, c'était quand même... il y avait une intensité qui était là. Et donc une combinaison entre cette relâchement par rapport au mental, hein, donc si j'ai compris, cette possibilité d'une écoute plus globale, plus holistique quelque part, et effectivement un aspect intense et ludique. C'est un peu paradoxal, mais c'est quand même comme ça que je présenterai, en tout cas dans mon histoire. Donc je vois que c'est un peu la même chose dans ton histoire aussi, quoi. bien sûr, je crois pas que ce soit paradoxal. Moi, l'enfant, quand il joue Ouais, intensément. C'est-à-dire qu'il joue sérieusement, l'enfant. ouais, C'est pas. Nous, on a mis le mot jeu après comme quelque chose de, tu vois, presque superflu, quoi. ouais. Non, un enfant qui joue, il est totalement concentré. Il joue, il joue tout, quoi. C'est magnifique d'avoir un enfant qui joue. Ouais. Et en même temps, il sait que c'est un jeu. Donc, tu vois, en fait, c'est ça qui a été remis en place dans l'histoire Carmen, qui s'est pris trop au sérieux. On se prend trop au sérieux parce qu'on nous apprend ce sérieux quelque part dans l'histoire, encore une fois. Et ce sérieux est quelque part un énorme générateur de séparation d'existence en tant que moi, cette personne que je suis, quoi, en fait, parce que elle a été décrite comme quelque chose qui était non seulement absolument sérieuse, mais absolument indispensable aussi, quoi, quelque part dans la vie, quoi, Exactement, pour être quelqu'un, tu vois, on nous dit toujours pour être quelqu'un, quoi, pour quand être tout quelqu'un. petit. Ouais, Pour être quelqu'un, donc on nous l'apprend. Il est dit aussi dans la Bible, heureux les simples d'esprit. ouais, Bah, en fait, celui qui est simple d'esprit, c'est qu'il a beaucoup moins justement de sérieux, de mental, d'interprétation. Donc la vie se déroule sans ce filtre-là. bien sûr. Et pour moi, alors, si aujourd'hui j'accompagne, parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui me demandent maintenant, mais comment tu as fait? Ben, Comment tu as fait, Carmen? Dis-nous tout. ben, j'ai rien fait. En fait, j'ai arrêté de faire. Et ça, vraiment, il y a 10 ans, ça a été évident. C'est que le moment où j'ai tout perdu, je me suis retrouvée dans une petite cabane, moi, avec quelques sacs et mon fils et mon chat, où là, j'avais effectivement tout perdu et j'ai arrêté de faire. Et Hmm. puis, suite à ça, j'ai perdu mon travail, je me suis retrouvée au RSA, j'étais au Resto du Cœur. Tu sais, l'histoire, quand elle veut bien te faire la punchline, elle te la fait, la Hmm. punchline. Hmm. Pour que tu comprennes, quelque part, pour se réaliser elle-même, Hmm. c'est que, OK, tout ce superflu que tu as mis dans ta vie, là, est-ce que ça t'a amené une joie profonde? Non. Donc, bon, maintenant, tu vas expérimenter le perdre. Allez, vas-y. Cha. Bah, ça a été les plus belles années de ma vie, parce qu'en Hmm. fait, quand on a tout perdu, justement, on n'a plus rien à perdre. On ne peut que justement gagner. Bien sûr. Et ce qui est gagné, c'est pas remettre encore des objets sur Carmen, quoi. C'est pas Hmm. remettre du plus pour reconstruire un autre personnage qui va Hmm. de nouveau Hmm. essayer d'être Hmm. magnifique, etc. C'est reste dans la simplicité, c'est dépouiller. Oui, Je comprenais pas le dépouillement quand on nous parle hein, dans toute lecture comme ça un peu sage, le mendiant, quoi. oui. Le mendiant qui n'a plus rien, en fait, il est totalement euh, avec cette vie. Toi, quand je fais toujours ce mouvement-là, c'est que sinon, tu regardes cette vie avec un petit peu. Alors, si en plus tu vis dans un pays européen, que tu as la chance d'avoir hein, une vie assez confortable, tu regardes les autres avec condescendance, tu vois. Hmm. Puis en fait, c'est le moment où ça reconnecte à l'humain, parce qu'encore une fois, l'humain n'est pas. On n'enlève pas l'humain quand il y a Non. réalisation de soi, on le magnifie, c'est magnifique. Hmm. Cette humanité qui se vit Ouais. à travers cette conscience qui se réalise, c'est magnifique. Donc Mais pardon, en cette absence, tout est donné en surplus tout le temps, quoi, en fait. oui, c'est que cadeau, C'est que du cadeau, cadeau. cadeau.
tout le temps. Ouais. Et joie, Mm. cadeau et joie. Et même ce qui arrive de douloureux parfois dans le rêve qui se déroule, dans cette lecture-là de Mm. vie, elle est reçue euh, au fond comme un cadeau. Bien sûr. Un cadeau vraiment de ce potentiel, de toute cette capacité à générer toutes ces histoires et à y être encore plus collé. Alors, je vais faire ça, mais c'est collé à l'histoire. Il n'y a plus de séparation. Donc, il y a beaucoup plus de compassion, d'empathie, sachant que de toute façon, il n'est jamais rien arrivé. Exactement. Ouais. Ça a été exprimé par différentes personnes, différents auteurs, comme une vie à distance zéro, en fait. Tu fais ce geste-là, mais ça me fait penser à life at zero distance, donc la vie à distance zéro, qui est en fait euh, effectivement la vie de l'argile au sein de toutes ses formes, qui est toujours là, qui n'a pas de distance par rapport à l'assiette. Quelle est la distance entre l'argile et l'assiette? C'est impossible, c'est complètement impossible, sauf en rêve, mais c'est tout, quoi. Oui, Mm. c'est ça, c'est fabuleux. Après les mots, waouh. Alors moi, je dirais même que le moment où c'est réalisé, tu vois, jusque-là, il y avait une recherche justement de quelque chose, d'un absolu. C'est vrai qu'on dit toujours ce mot-là, hein, Mm. le mot absolu. Il est souvent dit parce que l'absolu, c'est une espèce d'inconnu où tout semble possible. On dit toujours dans l'absolu, tout est possible. Oui, c'est ça en fait. C'est une capacité qui est découverte et qui donc est ce que je suis. Alors c'est encore plus extraordinaire parce que du coup avant je croyais qu'il y avait un absolu qui permettrait de faire quelque chose Mm. et finalement je suis l'absolu. Ouais. Et en fait j'allais presque dire que la recherche elle commence maintenant parce que cet absolu c'est une passion. C'est-à-dire qu'avant ça je pensais que j'allais découvrir quelque chose. Carmen pensait qu'elle allait trouver quelque chose pour en faire quelque chose. Mm. Et maintenant que j'ai reconnu que c'est ce que je suis, il y a une espèce de passion, ça quitte plus, quoi. C'est de mettre justement le mot sur cette incroyable absolu pour essayer justement de transmettre Ouais. la flamme à ceux qui, dans le rêve, se sentent séparés Mm. de ce qu'ils sont. Ouais. Et ça, c'est un truc, enfin, c'est ça qui aujourd'hui est passionnant. Mm. À la limite, je peux dire que c'est anecdotique la recherche avant. Jean Klein parlait d'une réorchestration. Donc les instruments, donc les éléments de la vie, les corps, les concepts, etc. sont toujours là, mais la partition va se réorchestrer quelque part à travers cette nouvelle lecture, comme la lecture d'une partition qui passe d'une forme de chaos à quelque chose qui tout d'un coup a sa beauté tout simplement dans la musique qui est générée, quoi, en fait. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a plus besoin d'aller avoir une explication Non. quelconque. Elle est générée, elle s'autogénère et il y a la beauté. Enfin, je me souviens, Pierre et Gérald Pierre disait, Gérald m'avait dit, tu seras convaincu de l'éveil le jour où tu seras émerveillé de regarder ta main. Mais c'est ça en fait. Ta main, et ça dit, waouh, il y a une main. Carmen, qu'est-ce que t'as fumé là tout de suite là? Dis-nous. Mais tu vois, enfin, ça semble tomber amoureux de sa tasse ou enfin, le sac plastique, quoi. Ouais. C'est tomber amoureux de tout ce qui est cette argile manifestée Ouais. avec des formes, des couleurs, des sons, c'est incroyable, quoi. Mais c'est extraordinaire. Mm. Donc en fait, tout devient effectivement magnifique, beau, cadeau et vécu pleinement. C'est vécu pleinement. C'est pas vécu à distance. C'est vécu À zéro pleinement. distance. Sachant qu'il ne s'est jamais rien passé et qu'il n'y a aucun danger. En fait, la notion de peur, la peur, elle est tombée mais complètement. Mm. La peur de mourir, la peur de souffrir.
Il y a douleur, Oui. évidemment, on va pas nier que le corps, si on le coupe, il va y avoir du sang, il faudra aller à l'hôpital, je vais aller faire ma vaccination dans 15 jours parce qu'il y a en ce moment un scénario qui se déroule avec tout ça. Donc, ben ouais, dans le film, évidemment que ça va se vivre tout ça. Sinon, bah, t'es pas dans le film, enfin, ça n'a pas de sens Non. non Non, non, plus. c'est pas du bout des lèvres, c'est pas à distance, c'est pas la fameuse position du témoin dont on parle souvent dans la tradition, etc. C'est c'est vu là maintenant que la position du témoin a encore une forme de rêve quelque part et que quand elle disparaît, il y a cette distance-là n'existe plus, bien sûr. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la réalisation de notre vraie nature. Mhm. Ça, c'est le waouh. C'est incroyable. Puis après, ça se poursuit. C'est pas quelque chose qui se poursuit puisque c'est déjà présent. Mais comme ça doit s'amener dans cette lecture-là, ça se déroulera, quoi. Une C'est forme de comme ça. maturation dans la compréhension et l'expression aussi surtout, parce que les mots au début sont complètement impossibles à utiliser, et puis ça devient un peu plus facile avec le temps, quoi, en fait, parce que il y a une forme de boîte à outils qui se met en place pour ce nouveau décodage, quoi, en fait, quelque part. Bien sûr. Quand on en parle, on est encore un peu, on est obligé de se décoller en Hmm, fait. On est obligé puisque sinon on pourrait pas en parler. bien sûr. Donc en fait, c'est ça, c'est que la maturation fait qu'à un moment donné, ce décollement, en tout cas pour peut-être certaines histoires, euh, est imperceptible, quoi. C'est totalement un. Hmm. Donc ouais, c'est une vraie passion. Bon, Carmen, bah écoute, on va certainement se reparler, on va se revoir, on va continuer cette conversation-là. On va peut-être pour aujourd'hui pas faire trop long parce que ça va être difficile à absorber pour la plupart des auditeurs. Je crois on a couvert plein de choses. En fait, ça me paraît euh, magnifique dans le sens où c'est des mots simples que tu as utilisés, hein, donc on n'a pas utilisé de mots sanscrits jusque-là. Enfin, tu vois, ça a été la vie de tous les jours qui essaye de se décrire d'une autre manière, quoi, en fait, avec des mots de tous les jours aussi. Par contre, oui, euh, cette passion qu'on sent venir de ta vie, à cette clarté, qui fait que ces mots-là de tous les jours prennent un sens différent et un sens euh, éveilleur quelque part. Et donc voilà, c'est une bouteille à la mer et puis c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est des bouteilles que tu as attrapées à un moment donné ici et là, un peu de d'argile, Ouais, on mange le chat quand on est enfant. Moi, j'ai l'habitude de dire, tu sais, c'est chat. C'est comme si on touche l'autre pour... hop, ça transmet, comme ça, c'est à toi maintenant. Et j'aime bien, je suis très joueuse, donc j'aime beaucoup dire, ouais, c'est un jeu qui doit se poursuivre et ouais. effectivement, juste pour cet éclat de rire final. En fait, sinon, il y a pas Mm, d'intérêt, mais c'est que, mm. hop, ouais, ça a l'air triste, mais tiens, tout, et hop, ça jaillit et c'est ça en fait la passion, c'est que Hmm. ça se reconnaisse, ouais. Ouais. Bon, bah, c'est super chouette. Mais écoute, Carmen, c'était vraiment chouette de te parler. On reste connecté, on se fait certainement une petite conversation à nouveau dans quelques temps, ici ou là, peut-être directement en France si j'ai l'occasion de voyager. Et puis, Ah oui. je te fais des gros bisous. Moi aussi je t'embrasse Didier, puis à très vite, à très bientôt. À bientôt.